Dans cette vidéo, nous allons présenter la première séance de cours magistral du chapitre intégrale double. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce CM en distanciel. La vidéo que vous allez voir va alterner entre des présentations du polycopié que vous devrez bien évidemment écouter et ensuite des exemples rédigés. Lorsque nous passerons sur la partie exemples rédigés, il faudra mettre en pause régulièrement pour se donner le temps de noter les exemples rédigés et aussi compléter les éventuels trous ou plans de rédaction qui pourront apparaître lors des exemples afin de prendre aussi une posture d'acteur dans votre suivi de la vidéo. Et à la fin de la vidéo, vous devrez, si vous avez bien suivi le principe précédent, disposer des exemples du CM qui auront été donc rédigés par vous sur papier. Ainsi, si vous voulez par la suite retravailler ce CM, vous pourrez utiliser vos notes papier ainsi que la version du polycopié qui pourra être sur votre choix sous forme numérique ou sous forme papier. Dans cette partie, nous allons présenter la notion d'intégrale double et voir qu'une intégrale double correspond au calcul d'un volume. Nous faisons un rappel pour repréciser le lien entre le calcul intégral et le calcul d'air. On munit le plan d'un repère en temps normal OIJ et soit f une fonction réelle positive continue définie sur intervalle i égale AB. Alors donc f est positive, ça veut dire que la courbe est au-dessus de l'axe OX, et continue, ça veut dire que on peut tracer la courbe sans lever le crayon. On se place à une abscisse x et on va considérer un écart élémentaire dx en abscisse. Et donc ainsi on va faire apparaître un rectangle de largeur dx et de longueur f de x. L'aire de ce rectangle sera l'aire élémentaire noté ds qui va être égal donc à longueur fois largeur, c'est-à-dire longueur f de x fois largeur dx. Nous faisons apparaître ainsi une aire élémentaire. Nous considérons l'aire totale S comprise entre le segment AB de l'axe X, c'est-à-dire ce segment, et la courbe de f, qui est ici. C'est-à-dire que S, c'est en fait cette aire, délimitée donc par la courbe et le segment AB. Alors pour la calculer, il suffit de faire la somme des aires élémentaires sur AB, c'est-à-dire que si on considère tous les petits rectangles infinitésimaux, si on les met les uns à la suite des autres, eh bien nous aurons l'aire S. Et donc c'est une somme infinie, c'est l'intégrale donc le long du segment AB de notre aire ds, c'est-à-dire l'aire de ces rectangles, qui est égale à f de x dx. Donc si nous remplaçons ds par f de x dx, nous faisons apparaître les bornes du segment AB sur l'intégrale, et ainsi s est égal à l'intégrale de a à b de f de x dx. Nous présentons maintenant le cas général. C'est la situation où la fonction réelle f est de signe variable sur l'intervalle AB, c'est-à-dire qu'elle peut être positive sur une partie de l'intervalle, sa courbe alors, cette partie est au-dessus de l'axe X, et négative sur l'autre partie de l'intervalle, et à ce moment-là sa courbe est en dessous de l'axe X pour cette partie. Nous voyons apparaître alors deux aires, l'aire formée entre le segment et la courbe, la partie de la courbe qui est au-dessus de l'axe X, que nous appelons S1, cette aire, et l'aire entre le segment et la partie de la courbe qui est en dessous de l'axe X, que nous appelons alors S2, cette aire. Et donc ainsi, dans cette situation, l'intégrale de a à b de f de x dx est égale à l'aire au-dessus de OX moins l'aire en dessous, c'est-à-dire c'est égal à S1, l'aire au-dessus, moins S2, l'aire en dessous. Nous allons illustrer ceci à l'aide de l'exemple 1.0. Nous procédons à la rédaction de l'exemple 1.0. Nous considérons la fonction f définie par f de x égale 2 moins x sur l'intervalle 0,3. Nous avons représenté la courbe de f sur l'intervalle 0,3, c'est-à-dire que la courbe que nous avons représentée, c'est la courbe d'équation y est égale à f de x, avec f de x est égal à 2 moins x, ce qui nous donne donc une équation de droite, que nous savons bien faire. Ainsi, nous voulons par la suite calculer l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx, c'est-à-dire que nous voulons calculer une différence d'aire, c'est-à-dire l'aire qui est au-dessus de l'axe X moins l'aire qui est au-dessus. Donc nous notons S1 l'aire de ce grand triangle et S2 l'aire de ce petit triangle. Ainsi notre intégrale va être égale à S1 moins S2, l'aire au-dessus moins l'aire en dessous.
Alors vous pouvez mettre en pause pour calculer les RS1 et les RS2 et vous pourrez en déduire que notre intégrale vaut 3/2. Nous calculons chacune des deux aires. Donc vous savez que l'aire d'un triangle c'est base fois hauteur sur 2. Alors si nous considérons le grand triangle, nous avons donc une base de 2 cm et une hauteur de 2 cm. Ça nous fait donc 2 fois 2 sur 2 qui nous donne 2. C'est-à-dire 4/2 qui nous donne 2. Ensuite le petit triangle, si nous mesurons base fois hauteur, donc ici nous avons une base de 1 cm et une hauteur de 1 cm. Donc ça nous fera base fois hauteur sur 2, 1 fois 1 sur 2, 1/2. Et 2 moins 1/2, ça nous donne 3/2. Par la suite, nous allons calculer cette intégrale à l'aide d'un calcul analytique. C'est-à-dire que nous allons remplacer f de x par son expression, qui est 2 moins x, calculer une primitive de 2 moins x, et après ça, en déduire la valeur de l'intégrale et retrouver la même valeur. Nous calculons l'intégrale de 0 à 3 de 2 moins x dx. Pour cela, nous déterminons une primitive de 2 moins x qui est donnée par 2x et primitive de x carré sur 2. Donc ça nous fait 2x moins x carré sur 2. Nous calculons la variation entre 0 et 3. Donc en x égale 3, ça nous donnait 2 fois 3, 6, et 3 au carré 9. Donc 6 moins 9/2. Et en 0, ça nous donnait donc 0 moins 0. Et 6 moins 9/2, ça nous donne bien 3/2. Nous retrouvons le résultat précédent. Fin de cet exemple. Nous vous présentons la définition de pavé du plan. On appelle pavé de R2 tout ensemble D inclus dans R2 de la forme D qui est égal au couple de réels XY tel que, la barre veut dire tel que, X appartient à l'intervalle AB et Y appartient à l'intervalle CD, que on peut aussi noter comme D est égal à l'ensemble des couples XY tel que X est compris entre A et B et Y compris entre C et D. La notation utilisée pour représenter ce genre de pavé est ici D égale AB croix CD. Donc le premier intervalle donne la contrainte sur X et le deuxième intervalle donne la contrainte sur Y. Vocabulaire, on dit aussi que D est le produit cartésien de l'intervalle AB par l'intervalle CD. Donc le produit apparaît ici, c'est pour ça qu'on dit D est égal à AB croix CD. Nous voulons représenter l'ensemble D qui est égal à AB croix CD, c'est-à-dire qui est égal à l'ensemble des couples XY, tels que X appartient à AB et Y appartient à CD. Pour représenter cet ensemble D, nous allons représenter les points MXY, tels que le couple de coordonnées XY appartient à D, c'est-à-dire que X appartient à l'intervalle AB, Y appartient à CD. Donc un point MXY vérifiera ceci, c'est-à-dire si X est compris entre A et B, et Y compris entre C et D. Alors si nous représentons tous les points possibles, nous allons voir apparaître une partie du plan qui va être délimitée donc par un rectangle. Cette partie du plan donc sera appelée un pavé du plan. Ça sera donc le pavé du plan associé au produit cartésien AB croix CD. Nous allons pouvoir rédiger l'exemple 1.1. Nous présentons la rédaction de l'exemple 1.1. Nous posons D qui est égal au produit cartésien moins 1,3 croix 1,4, c'est-à-dire que D est l'ensemble des couples de réels X et Y, tels que X appartient à l'intervalle à moins 1,3, Y appartient à l'intervalle 1,4. Donc ce que pourrons noter de manière rigoureuse ainsi, en disant que D est l'ensemble des couples XY de R2, ça veut dire que X est réel, Y aussi, tel que X appartient donc au premier intervalle, intervalle moins 1,3, et Y appartient au second intervalle, 1,4. Nous pouvons aussi remplacer les appartenances des intervalles par des inégalités, remplacer X appartient à moins 1,3 par X compris entre moins 1 et 3, Y appartient à l'intervalle 1,4 par Y compris entre 1 et 4. Alors maintenant, si nous voulons représenter ce produit cartésien, alors, dans un premier temps, on peut faire apparaître donc les contraintes sur X. X doit être compris entre moins 1 et 3, donc nous représentons la droite d'équation x égale moins 1, la droite d'équation x égale 3, et nous nous intéressons qu'au point compris entre ces deux droites. Ça, c'est pour la contrainte X appartient à moins 1, 3. Ensuite, pour avoir la contrainte Y appartient à 4, on va tracer la droite d'équation Y égale 1, tracer la droite d'équation Y égale 4, et à ce moment-là, nous voulons tous les points qui sont compris entre ces deux droites. Et donc, pour avoir le et, on doit être à la fois entre les deux droites d'équation Y égale 4, Y égale 1, et aussi les deux droites d'équation X égale moins 1, X égale 3. Et là, nous voyons apparaître donc notre pavé, et son petit nom, c'est D.
Nous considérons le point A de coordonnées 0 en abscisse, 2 en ordonnée. Nous remarquons que le point A est bien dans le pavé représenté, c'est-à-dire le pavé D. Nous considérons le point B de coordonnées moins 2 en abscisse et 3 en ordonnée. Nous remarquons que le point B n'est pas dans notre pavé D. Nous voudrions justifier cette situation rigoureusement. Alors, si nous commençons par le point A, nous voulons justifier rigoureusement que le point A appartient bien au domaine D, au pavé D. Alors, la contrainte pour être dans D, c'est qu'on doit voir que l'abscisse appartient à moins 1, 3 et l'ordonnée appartient à 1, 4. Alors, si nous considérons l'abscisse 0 de A, elle est bien comprise entre moins 1 et 3. On a bien donc l'abscisse 0 qui est compris entre moins 1 et 3. Et l'ordonnée de A, qui est 2, est bien compris entre 1 et 4. On a bien l'ordonnée 2 compris entre 1 et 4. Les deux contraintes sont vérifiées, donc nous avons bien A qui appartient au domaine D. Ensuite, nous allons établir que D n'appartient pas au domaine D. Alors, pour établir que B n'appartient pas au domaine D, il suffit de vérifier qu'une des contraintes n'est pas vérifiée. Alors, ici, nous remarquons que 3 appartient à 1, 4, donc la première contrainte est vérifiée. Par contre, moins 2 n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 3. Donc le fait que la contrainte sur x ne soit pas vérifiée entraînera que B n'appartient pas à 2. Donc nous avons donc l'abscisse moins 2 qui n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 3. La contrainte sur x n'est pas vérifiée, donc B n'appartient pas à notre pavé D. Voilà, fin de cet exemple. Nous présentons la notion d'intégrale double. Dans un premier temps, nous allons supposer que l'espace est muni d'un repère temps normal ou IJK. Alors nous commençons par présenter la notion d'intégrale double simple. Nous considérons un domaine D délimité par une courbe fermée C. Donc ici nous avons représenté la courbe fermée C et la partie du plan qui est donc à l'intérieur de cette courbe est appelée D. Nous considérons un point de coordonnées XY de sorte que ce point soit dans le domaine D et nous nous déplaçons de dx en abscisse et de dy en ordonnée, ce qui nous permet de faire apparaître un petit pavé du plan de dimension dx en abscisse et dy en ordonnée. L'aire de ce pavé, ça sera donc le produit des dimensions, c'est-à-dire dx fois dy, c'est-à-dire ds égale dx fois dy. Nous voulons calculer l'aire délimitée par la courbe C. Donc la courbe C ici représentée délimite une partie du plan que nous avons appelé D. Nous allons appeler S l'aire de ce domaine. Pour calculer S, il suffit en fait de faire la somme de toutes les aires des pavés infinitésimaux que nous pouvons placer sur le domaine D. C'est-à-dire S, donc nous l'avons écrit ici, c'est la somme des aires élémentaires sur D, où une aire élémentaire est notée ds égale dx fois dy, c'est-à-dire l'aire correspondant à celle d'un petit pavé infinitésimal. Alors nous pouvons noter ceci avec un double signe intégral. Nous mettons deux symboles intégrales parce que nous faisons une somme à la fois sur la variable x et à la fois sur la variable y. Et donc si nous remplaçons ds par dx dy, ça fait donc notre R qui est égal à l'intégrale double sur D de dx fois dy. Et cette expression-ci, intégrale double sur D de dx dy, est appelée intégrale double simple sur le domaine D. En utilisant le terme simple parce que nous ne voyons pas apparaître ici de fonction f devant les termes différentiels. C'est ce que nous verrons par la suite. Pour l'instant, nous allons pouvoir rédiger l'exemple 1.2.a. Nous allons procéder à l'exemple 1.2.a. Nous considérons le domaine D qui est défini comme étant le produit cartésien de l'intervalle moins 1, 3 par l'intervalle 1, 4, c'est-à-dire qu'on doit avoir x qui appartient à moins 1, 3, y qui appartient à 4 pour que le point mxy soit dans le pavé du plan défini par le domaine D. Nous voulons calculer l'aire de ce pavé, c'est-à-dire l'aire du domaine D, et donc comme la partie du plan correspondant à D est l'intérieur d'un rectangle, donc nous voulons calculer l'aire délimitée par ce rectangle. Nous savons que ça sera donc longueur fois largeur. Alors si nous faisons ceci, nous savons que la longueur va être de 4, c'est la distance entre moins 1 et 3, et la largeur va être de 3, c'est la distance entre 1 et 4. Nous trouvons donc 4 fois 3, 12 cm² en supposant que le centimètre est l'unité de mesure du repère. Et après ça on se pose la question, mais comment pourrait-on calculer cette aire aussi en utilisant une intégrale double? Nous reprécisons le domaine D qui est donc l'intervalle moins 1, 3 croix l'intervalle 1, 4. Nous avons vu
que l'aire de la partie du plan correspondant au domaine D est donnée par l'intégrale double sur D de dx dy. Alors nous commençons par remplacer D par le produit cartésien moins 1, 3 croix 1, 4. Donc nous savons que x doit évoluer dans l'intervalle moins 1, 3 et que y doit parcourir l'intervalle 1, 4. Donc nous allons placer les bornes de x sur la première intégrale. Donc les bornes de x sont mises sur la première intégrale, donc moins 1 et 3. Nous plaçons les bornes de y sur la deuxième intégrale, ça fait donc intégrale de 1 à 4. Et ensuite, on peut raisonner donc en oubliant la première intégrale et en ne considérant que la deuxième, c'est-à-dire intégrale de 1 à 4 de dx dy. Et donc ça c'est une intégrale en la variable y. Et comme dx est un terme indépendant de y, c'est donc une constante par rapport à la variable y, je peux donc la mettre en facteur de cette intégrale en y. Ce qui fait que dx se retrouve ici. Donc mon r est égal à l'intégrale de 1 à 3 de dx fois l'intégrale de 1 à 4 de dy. Et ça, vous savez faire, vous pouvez mettre en pause, vous avez le temps de faire ce calcul et de voir qu'on retombe bien sur le résultat précédent. Nous calculons ces deux intégrales. Alors pour rendre le calcul plus naturel, on peut faire apparaître un 1, puisque lorsqu'on écrit intégrale de moins 1 à 3 de dx, c'est en fait intégrale de moins 1 à 3 de 1 fois dx. Donc la fonction intégrée, la fonction constante égale à 1. Si nous intégrons 1 par rapport à x, ça nous donne x, et de même, si on fait apparaître un 1 dans l'intégrale en y, une primitive de 1 par rapport à y, c'est y. Ensuite, nous calculons les différences, donc la valeur en x égale 3 moins la valeur en x égale moins 1, donc ça nous fera 3 moins moins 1, 3 plus 1, 4, et ensuite ici, la valeur en y égale 4, moins la valeur en y égale 1, ça fait 4 moins 1, 3. 4 fois 3, 12 cm², nous retrouvons le même résultat que précédemment. Nous pouvons donc annoncer la fin de cet exemple. Nous voulons maintenant présenter la notion d'intégrale double d'une fonction réelle de deux variables. On considère une fonction réelle f de deux variables, continue et positive, définie sur un domaine D. Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est que le domaine D est sur le plan OX, OY. D, donc, c'est un ensemble de points qui sont sur le plan OX, OY. Et un point du domaine D, alors, est défini par deux composantes. Une composante en abscisse X et une composante en ordonnée Y. Alors, si nous voulons représenter le point image de ce couple par F, nous allons calculer F de XY. Et la grandeur F de XY donnera la cote, ce qui fait qu'on pourra faire apparaître un point dans l'espace, deux composantes donc en abscisse X, en ordonnée Y et en cote Z. Alors si pour tous les couples, tous les points de D, on représente donc le point image par F, on va faire apparaître une surface. Et ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut calculer le volume V du cylindre compris entre le domaine D, donc domaine D, et la surface d'équation Z égale F de XY. Donc c'est ce volume-là que nous voulons calculer. Nous voulons calculer le volume V qu'il y a entre le domaine D porté par le plan et la surface d'équation Z égale F de XY. Pour cela, nous allons devoir présenter la notion de volume élémentaire. Alors, plaçons-nous sur un point de coordonnées X et Y sur le domaine D. À partir de ce point, nous décalons de dx en abscisse, de dy en ordonnée pour faire apparaître un pavé infinitésimal dont l'aire sera donc ds qui sera égal au produit des deux dimensions, donc dx en abscisse et dy en ordonnée, ce qui donne ds égale dx dy. Donc il faut bien voir que ce pavé infinitésimal est porté donc par le domaine D qui est sur le plan OX ou Y, et les points de D peuvent être considérés comme n'ayant que deux composantes puisqu'ils sont sur le plan. Alors, à partir de ce point de composantes x et y du domaine D, nous allons alors calculer f de xy. Et ça va nous définir une hauteur, la hauteur du point image. Donc ici, nous avons un point de D, et le point image par f est ici, et le point de composante, donc x, y, et de hauteur z égale f de xy. Donc à partir du moment où nous avons une base et une hauteur, nous pouvons faire apparaître un parallélépipède. Alors si nous faisons apparaître ce parallélépipède, donc ce parallélépipède a pour base le pavé infinitésimal qui est sur D et pour hauteur z égale f de xy. Et donc le volume élémentaire sera le volume de ce parallélépipède rectangle, et le volume d'un parallélépipède rectangle est donné par l'aire de la base fois la hauteur. Alors l'aire de la base c'est donc ds,
et la hauteur c'est z. Donc z est égal à f de xy et ds est égal à dx dy. Et donc l'idée c'est que pour calculer le volume entre d et la surface de l'équation z égale f de xy, et bien en fait il faut réaliser la somme de tous les volumes élémentaires des points de d, en imaginant effectivement que d est beaucoup plus grand que le pavé infinitésimal. Alors si nous regardons ceci, donc ainsi le volume total recherché, et alors la somme de tous les volumes élémentaires sur d, donc l'intégrale double sur d de dv, puisque nous allons intégrer à la fois sur x et sur y. Et donc si on remplace dv par son expression, ça fait donc l'intégrale double sur d de f de xy dx dy. Alors, cas général, donc quand on a étudié le volume v, c'était pour des fonctions qui étaient positives, c'est-à-dire que tous les points, tous ces points images étaient au-dessus du plan x ou y. Et si f a un signe variable, elle peut être positive et négative sur le domaine D, donc il y aura, lorsque f sera négative, les points images seront en dessous le plan x ou y. Ça fait qu'on verra apparaître deux volumes, le volume qui est au-dessus du domaine D, qui correspondra au volume pour f positive, et le volume qui sera en dessous du domaine D correspondra à f négative. Donc ainsi, pour f de signe variable, si f change de signe sur D, l'intégrale double sur D de f de xy dy est égale au volume au-dessus du domaine, moins le volume en dessous. Nous allons traiter l'exemple 1.2b pour illustrer cela. Nous procédons à la rédaction de l'exemple 1.2b. Nous considérons le domaine D du plan défini comme étant le produit cartésien de moins 1, 1 par moins 1, 2, c'est-à-dire que x doit appartenir à moins 1, 1 et y doit appartenir à moins 1, 2. Nous considérons la fonction f de deux variables en x et y définie par f de xy est égal à moins y. Nous voulons calculer l'intégrale double sur le domaine D de f de xy dx dy et nous calculons grand V la valeur que nous voulons calculer. En un premier temps, nous allons raisonner par une démarche géométrique parce que nous savons que cette intégrale double correspond en fait au calcul d'un volume. Donc nous allons chercher à déterminer géométriquement quel est ce volume que nous calculons et nous le calculerons à l'aide de méthodes géométriques. Alors dans un premier temps, on va considérer donc la surface S d'équation z égale f de xy. Nous savons qu'un point M de coordonnées x, y, z, donc appartient à la surface S, il y a seulement si ces coordonnées vérifient la contrainte, c'est-à-dire z égale f de xy. Donc nous remplaçons f de xy par son expression, qui est moins y, nous regroupons les variables du même côté, et nous faisons apparaître alors une équation de plan, puisque nous remarquons que nous avons 0 fois x plus 1 fois y plus 1 fois z égale 0. Donc nous avons une équation de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0, avec a qui vaut 0, b qui vaut 1, c qui vaut 1 et d qui vaut 0. Ce qui veut dire que notre surface S est donc un plan de vecteur normal n de composantes a, b, c. Et comme a, b et c ça vaut 0, 1, 1, donc un vecteur normal de S, du plan S, est donc le vecteur de composante 0, 1, 1. Alors ensuite, nous avons établi que S était un plan de vecteur normal n de composante 0, 1, 1. Si nous considérons le vecteur i, qui est donc le vecteur unitaire directeur de l'axe OX, donc nous savons que i a pour composante 1, 0, 0. Si nous regardons le produit scalaire de n par i, donc nous avons le vecteur de composante 0, 1, 1 fois le vecteur de composante 1, 0, 0. Donc nous savons que le produit scalaire se calcule en calculant la somme des produits composantes, donc produit en abscisse, produit en données, produit en cote. Donc produit en abscisse 0 fois 1, produit en ordonnée 1 fois 0, produit en cote 1 fois 0, ce qui nous donne bien, donc 0 fois 1 plus 1 fois 0 plus 1 fois 0, ça nous donne 0. Donc le produit scalaire est nul, ce qui veut dire que n et i sont orthogonaux. Alors si on fait un dessin pour illustrer la situation, donc j'ai le vecteur i, donc qui est le vecteur unitaire directeur de l'axe OX. Je construis un vecteur n qui est donc perpendiculaire à i. Et si je considère un plan S qui admet n pour vecteur normal, je remarque que ce plan S est donc forcément parallèle à l'axe OX. Donc S est parallèle au vecteur i, S est parallèle à l'axe OX. Nous allons maintenant chercher à représenter ce plan S.
Nous reprécisons les données, donc le domaine D est le produit cartésien de -1 par -2, la fonction f est la fonction réelle de deux variables définie par f de xy égale -y, et S est la surface d'équation z égale f de xy. Et donc le but est de représenter S, et comme le domaine d'étude est D, nous allons représenter S que pour les couples xy appartenant à D. Donc dans un premier temps, nous devons représenter D. Donc il faut savoir que D est porté par le plan OIJ. Alors si on commence, avant de le représenter en perspective, par le représenter dans une situation classique où on regarde que le repère du plan, donc on considère le plan de repère OIJ orthonormal. Alors nous savons que x doit appartenir à -1, donc x varie entre -1 et 1, y doit appartenir à -2, y varie entre -1 et 2, et donc le domaine D correspond à cette partie du plan. Alors maintenant, si jamais on représente ça en perspective, alors pareillement, si on raisonne par rapport à l'axe des abscisses, l'axe x, on sait que x doit varier entre 1 et -1, et si on raisonne par rapport à l'axe y, nous savons que y doit varier entre -1 et 2. Donc le pavé qu'on a représenté d'abord dans le plan OIJ, donc ici est déformé par perspective et apparaît comme un parallélogramme, et nous avons donc ici le domaine D représenté en perspective dans un repère en 3 dimensions. Alors, si on regarde les sommets de ce pavé, donc il y a 4 sommets. Le premier sommet, alors l'idée c'est qu'on va mettre que 2 composantes, on va faire apparaître que les composantes en abscisse et en ordonnée, puisque ces points sont des points du plan. Donc on ne va pas écrire la troisième composante qui en fait serait nulle, on va juste mettre la composante en x et en y. Donc ici, pour ce point-là, la composante est donc de 1 en abscisse et de -1 en ordonnée, ça fait donc bien 1, -1. Pour ce point-ci, la composante est de -1 en abscisse et de -1 en ordonnée, on obtient bien le point -1, -1. Pour ce point-ci, la composante en abscisse est de -1, la composante en ordonnée de 2, nous obtenons bien le point -1, 2. Et ensuite, le sommet, ici, la composante en abscisse est de 1 et la composante ordonnée de 2. Nous obtenons donc le point de composante 1, 2. L'idée, c'est que nous allons calculer les points images de chacun de ces 4 sommets. Alors, si on s'intéresse au point image de 1, -1, alors, on va calculer f en 1, -1, donc on va appliquer f de xy égale -y. Donc, si on appelle A le point image du couple 1, -1, on a donc f de xyk qui est égal à -yk. Donc -y, -1, ça me fait +1. Et donc pour lire les coordonnées du point image, on sait que la première composante c'est l'abscisse, x, la deuxième c'est l'ordonnée y, et la troisième composante c'est la valeur de f de xy, donc za. Donc a pour composante 1, -1 et 1. Voilà, donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et calculer chacun des points images. Donc nous conviendrons que le B sera le point image du couple -1, -1, C le point image du couple -1, 2 et E le point image du couple 1, 2. Une fois que nous avons calculé ces points, eh bien nous pourrons construire les points images de chacun des 4 sommets, et comme S est un plan, il sera alors facile de le représenter dans notre repère. Nous calculons les 3 autres points images. Alors le point image du couple -1, -1. Donc nous savons encore une fois que f de xy c'est moins y, moins la deuxième composante. Donc ici -1 ça fait encore 1. Donc j'obtiens le point image B de composante -1, -1, 1. -1, -1, 1. Ensuite je m'intéresse à l'image du couple -1, 2. Alors encore une fois, ça sera moins la valeur de y. Ici y vaut 2, donc moins la valeur de y, ça va donc donner -2. Donc j'obtiens le point image C de composante -1, 2, -2. -1, 2, -2. Ensuite, le dernier couple, donc je vais calculer f de 1, 2. Encore une fois, donc ça va faire moins l'ordonnée, donc -2. Et j'obtiens le point image E de composante 1, 2, -2. 1, 2, -2. Alors ensuite, nous allons placer ces points dans le repère. Alors si on commence par placer le point A. Le point A a pour composante 1, -1, 1. Donc 1 en abscisse, -1 en ordonnée, et à partir du couple, la composante 1, -1, nous devons donc monter de 1 en cote, de 1 selon l'axe Z. Donc si je monte de 1 selon l'axe Z, j'arrive ici. Donc si je fais ça de manière parallèle à partir du couple 1, -1, j'ai ici le point A.
Donc vous pouvez ensuite représenter les points B, C et E, et ensuite nous représenterons le plan S. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de construire chacun des points images des sommets du domaine D. Nous avons déjà placé le point A qui est le point image du couple 1-1. Nous avons ici le couple 1-1 dans le plan UJ et son point image qui est A. Il ne nous reste plus qu'à placer les trois autres points images. Alors le point B est le point image du couple -1-1. Alors pour placer B, on va se placer sur le sommet du pavé qui correspond au sommet de composante -1-1 et nous allons à partir de ce sommet nous déplacer de 1 en cote. Alors je me place sur le sommet -1-1 et je me déplace de 1 en cote, ça correspond à me déplacer de une fois le vecteur K. Donc j'arrive ici pour B. Ensuite le point C est le point image du couple -1-2. Donc je vais me placer sur le sommet de composante -1-2 et me déplacer de -2 en cote. Alors le sommet -1-2 du domaine D est ici, je me déplace de -2 en cote, donc je descends de 2, c'est-à-dire que je me déplace de -2K, j'arrive ici pour le point C. Le point E est le point image du couple 1-2, donc je me place sur le sommet de composante 1-2, et je me déplace de -2 en cote. Alors le sommet de composante 1-2 est ici, je me déplace de -2 en cote, j'arrive là. Donc j'ai placé les quatre points images des 4 sommets du domaine D. Alors ces 4 points images sont sur la surface S qui est un plan. Donc pour représenter S, je n'ai plus qu'à relier mes 4 points et ainsi je ferai apparaître la partie de la surface S qui correspond au domaine D. Nous savons que les 4 points images ABCD sont sur la surface S qui est un plan. Donc en reliant ces 4 points, nous faisons apparaître la partie de la surface S qui contient les points images des points du domaine D. Alors, maintenant que nous avons réalisé cette représentation, nous allons pouvoir l'appliquer pour calculer l'intégrale double sur D de f de xy, dx dy. Nous savons que cette intégrale double est égale au volume au-dessus du domaine D moins le volume en dessous. Alors si nous regardons le domaine D, qui est ici, donc le volume au-dessus, ça va être ce volume-là. Donc nous remarquons que ça correspond au volume d'un demi-parallélépipède rectangle. Et le volume en dessous de D, c'est celui-ci. Et nous pouvons voir que ça correspond à un demi-parallélépipède rectangle, mais qui est aussi en fait un demi-cube. Donc nous appelons V1 le volume qui est au-dessus du domaine D, et nous appelons V2 le volume qui est en dessous le domaine D. Alors, ces volumes sont faciles à calculer. Donc pour le premier, donc comme c'est un demi-parallélépipède rectangle, donc il suffira de faire hauteur fois longueur fois largeur, le tout divisé par 2, et pareillement pour V2. Et en faisant ceci, nous arriverons très rapidement à montrer que V, la différence des deux volumes, en fait, est égale à -3 cm3. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de chercher les réponses. Pour le volume V1, qui est donc ici, qui est le demi-parallélépipède rectangle, alors la longueur est de 2, la hauteur est de 1, et la largeur est aussi de 1. Pour le deuxième, donc on remarque que longueur, largeur, hauteur sont toutes les trois égales à 2. Donc la première fraction va vous donner donc 2 sur 2, 1, la deuxième 8 sur 2, 4, et 1 moins 4, on trouveront bien -3 cm3. Maintenant nous allons calculer ceci à l'aide d'une démarche analytique. Donc si nous raisonnons de manière analytique, donc nous reprécisons le domaine D qui est le polycartésien de -1 par -2, donc x doit appartenir à l'intervalle -1, y doit appartenir à l'intervalle -2. Nous avons toujours la fonction f appliquée en xy qui est égale à -y, et la surface S d'équation z égale f de xy. Alors nous savons que le volume que nous avons calculé tout à l'heure est égal à l'intégrale double sur D de f de xy dx dy. Mais on va remplacer f de xy par son expression, -y, et on remplace D par son expression en tant que polycartésien, c'est-à-dire -1 croix -2. Donc nous savons que x doit décrire à l'intervalle -1 et y doit décrire à l'intervalle -2.
et tous les deux de manière indépendante. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur la première intégrale, on va placer les bornes de x, et sur la deuxième intégrale, nous plaçons les bornes de y. Alors encore une fois, si nous oublions ce symbole intégral, et nous considérons que l'intégrale de moins 1 à 2 de moins y dx dy, donc c'est une intégrale dans la variable y, dx étant un terme constant par rapport à y, nous pouvons le mettre en facteur de l'intégrale. Ce qui fait que nous arrivons à l'intégrale de moins 1 à 1 de dx fois l'intégrale de moins 1 à 2 de moins y dy. Ça, vous savez faire. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de faire ce calcul, puis de relancer la vidéo pour voir la solution. Alors, nous calculons ces deux intégrales. Donc, la première, nous savons que l'intégrale de moins 1 à 1 de dx, c'est comme s'il y avait un 1 devant le dx. Primitif de 1 par rapport à x, ça fait x. Ensuite, primitif de moins y par rapport à y, ça donne moins y carré sur 2. Nous calculons les différences. Donc, la valeur x en 1, ça vaut 1. La valeur x en moins 1, ça vaut moins 1. Ça nous fera donc 1 plus 1, 2. Moins y carré sur 2, donc en 2, ça va me donner moins 4 demi. Et en moins 1, moins 1 demi. Nous effectuons la différence. Ça fait donc moins 4 demi plus 1 demi, moins 3 demi. Et ensuite 2 fois moins 3 demi donne bien moins 3. Nous retrouvons le résultat précédent. Donc fin de cet exemple et fin de cette séance.